Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au comptoir de Comme toujours. Comme toujours, vous le savez, c'est une émission toute consacrée au patrimoine vivant, au patrimoine immatériel, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, au programme, on va parler histoire. Enfin, on va parler du Centre vendéen de recherche historique et on reçoit son directeur, Yanis Suire. Messieurs, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot siglé CVRH, Centre vendéen de recherche historique? Il n'y a pas à dire, mais le mot ne fait pas forcément rêver. Et peut-être que vous êtes nombreux à vous dire que vous voyez là qu'une famille d'ogres papivores qui dévorerait des millefeuilles manuscrits, de la pâte feuilletée à longueur de journée, bref, des rats d'archives qui lisent jusqu'à plus soif, piqués au rayon bibliothèque, vivant dans des greniers austères ou des murs de livres couverts de lignes, dormant sous des couvertures de matelas, de pages. Eh bien, disons-le, si autour de ce centre, vous ne voyez que poussière, vieillerie, c'est que vous n'avez pas poussé les portes du centre et pas rencontré son directeur, Yanis. Car depuis qu'il est tout petit, Yanis fait de l'histoire un voyage, un art du jeu et de la transmission. Voici, mesdames et messieurs, son portrait vrai de vrai, à peine beaucoup inventé. Infatigable voyageur dans le temps, à peine descendu de son arbre généalogique, sautant de vieilles branches en jeunes pousses, Yanis s'est empressé d'enfourcher son vélo silex de ses aïeux, son papyrus et sa momie, pour découvrir le monde, traverser le temps, se jeter dans la gueule du Louvre et de l'histoire de son pays, le Marais Poitevin. À l'heure où ses copains du Marais jouaient au bac à sable ou au golfe des Pictons, eh bien lui, Yanis, préférait déjà jouer dans le flashback à sable émouvant de l'histoire, fouiller dans les nappes féeriques, jouer à question pour un Champollion, passer au peigne le moindre grain de sable et remonter le temps. Insatiable curieux, aucun doute, Yanis sera historien. Athlète de haut niveau, il est toujours monté sur pile de bouquins. Il fait de la gymnastique pour chercher, classer. Ah oui, vous avez remarqué, le saut à l'éclectisme ne lui fait pas peur et il fait le grand écart entre les périodes avec facilité. S'intéressant à tout ce qui a à voir de près ou de loin avec l'histoire, la Vendée, Yanis fait du Centre vendéen de recherche historique une histoire d'amour. Ah bah oui, avec lui, c'est Tristan et Liseuse, Roméo et Feuillette. Yanis, c'est un fureteur de greniers, la mémoire, déterreur de trésors, découvreur de talents qui aide à connaître le passé pour mieux avancer dans l'avenir. Tiens. C'est peut-être ça la mission des historiens. Allez, en quoi consiste son métier? Comment est-il devenu directeur? Et qu'est-ce que le Centre vendéen de recherche historique? Quelle est son histoire, ses missions? Combien d'auteurs? Quelles seront les prochaines éditions? Voilà, autant de questions que nous allons poser à notre invité. Yanis Suire, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu, on est très content de vous recevoir au comptoir. Alors, je ne sais pas si le mot d'introduction était vrai, de vrai, oui, à peine beaucoup inventé quand même. Il y a toujours du vrai. Ah, il y a toujours du vrai, vous me rassurez. Il y a toujours du vrai. Alors, avant que vous nous expliquiez ce qu'est le Centre vendéen de recherche historique, laissez-moi vous présenter nos deux petits rats des archives. Rat d'opéra ou rat d'apéro, peut-être d'apéro. C'est gentil pour le petit. Hein, c'est gentil pour le petit rat. Vous allez bien, les Jean-Pierre? Ouais, bah. Voilà, donc Jean-Pierre Pouvreau, en habit maraîchin. Oui, mais oui, mon arrière-grand-père était maraîchin, donc il dit tiens, un petit point d'orgue sur la tenue maraîchine traditionnelle. Ouais. Une des nombreuses tenues. Une des nombreuses tenues. Avec Yanis, on est du même pays, le sud Vendée. On aurait pu venir aussi en costume traditionnel. Un autre marais. Un autre marais, ouais. C'est d'autres maraîchins différents. Oui, qui est un petit peu plus joli, je trouve. Ah. Question de point de vue. Question de point de vue. Monsieur Jean-Pierre Bertrand, je vois que ça vous fait rire, non? Ben non, mais ça m'arrange parce que je suis neutre. Moi, j'ai été élevé, je suis né à Luçon. Ah oui, donc au mi-temps. Donc quand ça m'arrange, je suis du sud. Quand je suis autrement dit, maraîchin, mon père est de Mouilleron, je suis de Boquin. Le gars se mouille pas, quoi. Voilà. J'ai été prêt à établir une polémique, parce que je ne suis pas forcément d'accord, mais ce n'est pas le sujet de l'émission. Alors, revenons à nos moutons. Et d'ailleurs, à propos de moutons... Je reviendrai. Jean-Pierre, vous nous avez préparé quoi aujourd'hui? Oh, ben voilà, j'ai mes voisins de la Mastrie, qui est une vieille famille de viticulteurs de 3 générations qui font de l'élevage de blondes d'Aquitaine, et donc ils la vendent en direct, et également en bocal. Alors on en parlera tout à l'heure, je détaillerai un petit peu ce qu'ils font de bien, de la gastronomie également. Donc des spécialités qui vont très bien avec le costume. Oui, qui vont avec le costume et à leur production locale. Donc ils transforment leur production en conserve. Très bien. Une partie.
Jean-Pierre Bertrand, alors là, l'histoire, ça vous connaît quand même. J'imagine vous avez trouvé des archives sonores, oui, mais là, liées au sujet. Disons qu'avec le CVRH, depuis quelques années, on a des relations régulières. Et il y a quelques années, on avait fait un ouvrage autour d'Eugène Charrier, du Boupère. Du Boupère, ouais. Donc on va entendre un hommage. Et puis dernièrement, nous avons plus récemment encore, voilà. Un bel ouvrage dont on va parler sur les chansons maritimes de Vendée. Voilà. C'est tout frais. C'est tout frais, ça a quelques semaines, quelques mois. C'est le dernier sorti? C'est l'avant-dernier, on va dire. L'avant-dernier, d'accord. On ne cesse d'amplifier le catalogue, on n'arrête pas. Donc il y en a deux qui viennent tout juste de sortir, il y a quelques jours. Mais voilà, c'est l'avant-dernier, donc une belle trouvaille et le bel aboutissement d'un beau travail. D'un beau travail. Et quand vous dites vous n'arrêtez pas, c'est quoi la mission du Centre vendéen de recherche historique, le CVRH? Le CVRH, qui existe depuis bientôt 30 ans, sa mission, c'est de promouvoir les travaux de recherche sur l'histoire et le patrimoine de la Vendée. Quand je dis promouvoir, c'est d'encourager les chercheurs, de faciliter leur travail, de recevoir leurs projets, de discuter avec eux, et puis de les faire aboutir, principalement sous forme de publications, de livres. L'édition, c'est nos premiers chevaux de bataille. Il y a aussi des conférences, il y a aussi des journées d'études qu'on organise, alors qu'on a un peu moins organisé dernièrement à cause de la crise sanitaire, mais on redémarre. Prochainement, on a une journée d'études sur le patrimoine gothique, le 15 juin à Fontenay-le-Comte. Voilà, donc on fait un petit peu feu de tout bois pour encourager ces travaux de chercheurs. On a aussi des bourses de recherche pour des étudiants, par exemple, qui travaillent sur l'histoire et le patrimoine de la Vendée. On a comme ça une bonne demi-douzaine d'étudions qu'on accompagne depuis quelques années, avec à la clé, donc à chaque fois, une publication. Une publication. Quand vous dites la Vendée, on s'arrête aux frontières administratives ou on voit bien que quand on est juste à côté, l'histoire, elle ne s'arrête pas à la frontière? Exactement. Le département de la Vendée, il a évidemment son histoire. Il a été constitué en 1790, mais il dialogue avec les régions qui l'entourent. Récemment encore, on a publié sur l'Anjou, par exemple, la guerre de Vendée en Anjou. On a publié aussi sur La Rochelle, le Marais Poitevin, l'Aunis. Donc les Marais, les Mauges, la Gâtine, la Loire-Atlantique, les Marches, tout ça, ce sont des territoires qui dialoguent géographiquement, historiquement avec la Vendée. Évidemment, on ne fonctionne pas avec des œillères. Et Yanis, comment vous êtes arrivé à occuper ce poste de directeur? C'était quelque chose dont vous rêviez? Donc, comment ça se passe? Comment on devient directeur d'un... Les plans de carrière, j'y crois absolument pas. C'est plus des histoires d'opportunités, de personnes que l'on croise, de bons moments dans la vie. Voilà. Et il s'est trouvé que moi, je suis conservateur du patrimoine. D'accord. J'ai travaillé d'abord aux Archives de France à Paris, et puis ensuite à l'Inventaire général du patrimoine culturel en Nouvelle-Aquitaine. Et puis voilà, on s'est rencontrés avec la Vendée, on s'est re-rencontrés parce que j'avais quitté ces terres vendéennes qui sont mes origines. Et puis voilà, il y a bientôt 6 ans, je suis revenu en Vendée et avec cette nouvelle mission qui s'était offerte à moi de reprendre le flambeau de la direction du centre, qui a eu d'autres directeurs avant moi, Alain Gérard, le fondateur, puis Michel Chamard et ensuite Pierre-Yannick Le Gall. Donc j'ai succédé à ces 3 précédents directeurs pour continuer cette mission qui, encore une fois, existe depuis 3 décennies maintenant. Et vous-même, vous publiez? Moi-même, je publie. Alors, j'accompagne principalement les travaux des autres auteurs, mais je publie. J'ai publié l'année dernière et je continue sur un ingénieur du roi, Claude Masse, qui a cartographié toute la côte atlantique à l'époque de Louis XIV, il y a 3 siècles. Et donc plusieurs volumes, parce que c'est une œuvre colossale que j'ai publiée en plusieurs volumes. Et donc le dernier concernant l'Aunis, La Rochelle et le Marais Poitevin est paru l'année dernière. Et je travaille à la suite parce que l'œuvre est encore colossale à montrer. L'objectif est toujours le même, c'est-à-dire de porter à la connaissance d'un public le plus large possible les travaux des spécialistes, les trouvailles qu'on en fait dans le patrimoine archivistique, patrimoine historique. C'est l'ADN du centre. Alors comment ça se passe? Le centre, il est ouvert au public, on peut y venir faire des recherches, on peut venir écouter des conférences, comment ça se passe? Pas spécialement. Le centre, c'est pas très joli à voir. Ce sont des bureaux, c'est des gens qui travaillent sur des ordinateurs ou des auteurs que l'on reçoit. On peut y venir pour feuilleter le catalogue, prendre connaissance des livres que l'on a publiés. On a maintenant 120, 130 ouvrages depuis 30 ans qui ont été publiés, donc on peut venir en prendre connaissance. On peut venir se les procurer. On a aussi un site internet sur lequel on peut les regarder et puis
et puis les acheter si on le souhaite. Le centre, voilà, il est plutôt ouvert sur l'extérieur à travers ses auteurs, à travers les participations, l'organisation de conférences, participation à des salons du livre, comme le Printemps du livre de Montaigu. Ouais, vous y serez. On y sera ce week-end. Voilà, on est présent toutes les journées de ce Printemps du livre, qui est un des rendez-vous marquants pour nous, comme le monde du livre en Vendée en général. Et voilà, donc on ouvre les portes comme cela, et puis à travers aussi les journées d'études dont je parlais, que l'on essaie de relancer maintenant. Donc le centre, on peut y venir, on peut frapper à la porte, surtout si on a un projet de livre, un projet de recherche, et que l'on accueille évidemment avec bienveillance, et on voit ensemble si on peut faire un bout de chemin ensemble. Et la collection, ça représente combien là, pour l'instant d'ouvrages? Mais pour l'instant, il y a entre 120 et 130 ouvrages 130, qui s'accroît d'à peu près une bonne demi-douzaine de livres par an. D'accord. Alors que l'on les réalise nous-mêmes. Après un long cheminement, parfois les auteurs, on les prévient, il ne suffit pas d'apporter sa clé USB avec son fichier Word et puis on appuie sur l'imprimante et ça sort. Parfois ça peut prendre quelques années parce qu'il y a un vrai suivi, un vrai dialogue qui est fait avec l'auteur. Moi je suis directeur éditorial et scientifique du centre, donc j'accompagne les auteurs et puis je m'appuie sur un conseil scientifique qui comprend une bonne vingtaine de membres, professeurs d'université de la Sorbonne à Paris, de Nantes, de Poitiers, de La Rochelle, qui m'accompagnent dans la détermination des choix de publication, dans la confirmation que les projets peuvent aboutir, qu'ils sont intéressants, qu'ils sont solidement appuyés sur des recherches. Et puis donc tout ça, ça prend du temps. Il y a des allers-retours qui sont faits avec les auteurs. Il faut parfois convaincre l'auteur d'aller un petit peu plus loin que là où il est allé. Le convaincre, c'est un enrichissement de son texte, un enrichissement de ses recherches, pour perfectionner encore son projet. Et puis après, il y a la phase de réalisation, de maquettage, de mise en page, jusqu'à l'impression. Et donc tout ça peut prendre effectivement du temps. Donc, et justement, sur cette dimension-là, sur la forme, il y a une signature aussi. Enfin, vous demandez aux auteurs une présentation. Est-ce qu'on est sur à peu près des volumes égaux ou alors... Dans les recherches, comment ça se passe? On essaye d'avoir des volumes. Encore une fois, l'objet, c'est l'accessibilité. C'est l'accessibilité. Donc, on ne fait pas des trop gros pavés. Pas de dictionnaire. Pas de dictionnaire. Voilà. Vraiment, l'objectif, c'est une rencontre entre un chercheur, aussi spécialiste soit-il, aussi universitaire soit-il, et un public. Donc, il ne faut pas rogner sur la qualité du travail universitaire. On tient à la qualité, aux sources qui sont employées, au fait que c'est un discours qui est étayé par des archives inédites, et puis un public qui, lui, est en attente d'apprendre. Donc, on n'est pas là pour l'assommer. Oui, c'est ça. Donc il y a une rencontre qui se fait. Donc voilà, effectivement, parfois quand il y a des bibles qui me sont apportées, une part du dialogue, c'est de voir où on peut aller, jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut réduire, jusqu'où on peut être plus concis, plus didactique, plus proche du lectorat. Ou présenté en plusieurs volumes, du coup. Parfois présenté en plusieurs volumes. C'est ce qu'on fait pour les chansons maritimes de Vendée, quand on vient de sortir avec Jean-Pierre Bertrand en particulier. Là, on vise plusieurs volumes. Donc le premier volume est paru sur les œuvres du XVIe au XIXe siècle. Et Jean-Pierre travaille déjà sur les œuvres des XIXe et XXe siècles pour les temps à venir. Je vous propose qu'on y revienne dans un instant sur ce premier volume. Mais avant, je vous propose une petite pause gourmande. On va passer à table avec Jean-Pierre Pouvreau. Et bon, alors là, c'est la table de la Mastrie au Fenouillet. Voilà, une grande famille de viticulteurs. La ferme a été, 2 secondes d'histoire, la ferme a été achetée par Yvette et François Pontoiseau. 3 générations derrière, Loïc, Marilène et puis quand il y a un fils Olivier, Jean-François, Lina, qui ont eu 3 enfants, Laurent, Charles et Arnaud. Voilà. Ils ont une production familiale dans le marais breton vendéen, en marais label HVE, de haute valeur environnementale. Niveau 3. Voilà. Donc c'est des blondes d'Aquitaine. Ils font de la sélection génétique pour la reproduction des baudets qui deviendront des bœufs pour leur production. Et alors donc ils vendent une partie de leur production en cassette à réserver à l'avance bien sûr. Et ils ont toute une partie qui vendent également en plats cuisinés dans des bocaux. Bon là, il y a des rillettes de bœuf et de poulet. D'accord. Bon, ils font du bœuf au chou, de la pintade au raisin, et plus une multitude de recettes différentes que vous pouvez déguster en allant chez eux à la Masserie Fenouillet, entre autres. Voilà. C'est des produits de qualité.
voilà, qui sont très pratiques en dépannage. Bon, s'il y avait une guerre, par exemple, on serait content peut-être d'avoir... J'adore Non, mais ce qui m'étonnerait. Non, pas possible. Non, mais ce qui m'étonnerait. Même sans guerre, on va voir. J'adore son optimisme. Mais non, parce que l'environnement, on parle tellement Ah oui, que même moi qui voudrais y échapper, je ne peux pas. Tu vois. La grand pot. Et grand pour, c'est tata pour oreille. Bon, alors voilà. Alors donc, c'est des produits à découvrir. À découvrir. Vous avez alors des numéros de téléphone, on les verra peut-être à la télé. Hein. Ouais. La masserie 85 800, le Fedeuillet. Voilà, vous aurez affaire à Charles Pontoiseau, qui est le responsable commercial, qui est le fils à Lina et Jean-François. Voilà, c'est une très très bonne maison. C'est des amis de vie. Moi, mes premières pubs en patois pour ma noce maraîchine, j'avais monté le père Pontoiseau dans une carriole et on avait filmé l'arrivée au Poucton pour faire de la promotion de la noce maraîchine. On avait filmé une partie de la noce. Et je donnais toutes les cassettes de promotion dans les cars. Et qui passaient ça, tous les cars passaient cette cassette. Et donc les gens envoyaient cet extrait. Puis après, ils venaient voir la noce. Bien. Eh ben, très bien. Mais voilà. En tous les cas, c'est très bon. N'hésitez pas à le déguster avec un petit verre d'accompagnement, d'eau. Ici sur le plateau, voilà, on on n'a rien, parce que bon, non, on n'a rien. Ah ben non, non. Voilà. Merci Jean-Pierre. Jean-Pierre Bertrand, je me tourne aussi vers vous. Alors, le premier volume sur les champs marins, c'est un travail de longue haleine. Comment s'est passée la rencontre? Comment vous avez travaillé ensemble? Bah, disons qu'on se connaissait avant d'envisager cette édition. Non, de longue haleine, oui, puisque les premières enquêtes, ça remonte à 73. Et puis, il y a eu une spécialisation d'Art Expo à partir de 84, où là, systématiquement, on sollicitait les gens sur les chansons qui ont un caractère maritime qu'ils connaissaient. Et puis aussi, solliciter leur cahier de chansons qu'ils avaient entre les mains. Et puis voilà, et puis au bout d'un moment, on se rend compte que c'est un fonds important. On avait prévu éditer pour les 40 ans d'Art Expo. Et puis, quand je me suis mis sur le chantier pour les 40 ans, je me suis dit que c'était pas possible. Il fallait réfléchir plutôt pour les 50 ans. Et donc là, je me suis mis à la tâche. Et puis, on a réussi 2 ans plus après les 50 ans, mais bon, voilà. Et on avait projeté d'une édition chez l'éditeur habituel qu'on a à Paris. D'ailleurs, c'est une des presses universitaires, puisque c'est l'Harmattan qui travaille surtout avec Sorbonne et compagnie. Et puis, Yanis m'a dit, non, attends... on est en Vendée. Vendée. On est en Vendée. L'objectif, c'était vraiment quand je disais le CVRH, il veut promouvoir les travaux sur l'histoire et le patrimoine de la Vendée. Le patrimoine, c'est pas que de l'architecture, c'est pas que des petites cuillères, c'est pas que des objets, c'est aussi de l'immatériel. Ouais. Et il me tardait de travailler avec Art Expo, avec Jean-Pierre, sur ce patrimoine immatériel pour le rendre accessible. Et quand Jean-Pierre, on a parlé de ces chansons maritimes, de ces enquêtes, de ces 5 décennies de travail, et moi, ça m'a tout de suite sauté aux yeux, j'allais dire aux oreilles, qu'il fallait le rendre accessible et accompagner comme ça Art Expo sur son projet. Et donc le CVRH a mis ses moyens, a mis aussi son conseil scientifique qui a pu apporter aussi un certain nombre de suggestions et d'idées en complément, parce que c'est toujours bien d'avoir un regard extérieur. Bien sûr, et donc on a marié nos compétences et notre énergie pour aboutir à ce premier volume paru il y a quelques semaines. Est-ce que dans les sollicitations que vous pouvez avoir, on se retrouve à des périodes qui sont privilégiées et d'autres qui le seraient moins? Il y a des sujets. Alors, les premières publications du Centre il y a 30 ans, c'était sur la guerre de Vendée. Oui. Mais ça s'est largement ouvert, toute période confondue, tout sujet confondu. Et on a des projets qui couvrent un petit peu tout. On vient de publier sur le patrimoine religieux maritime, on est toujours sur la mer, donc on remonte parfois au Moyen-Âge. On a publié l'année dernière aussi sur Jeanne de Belleville, la soi-disant première femme pirate de l'histoire, qui était originaire aussi du Bas-Poitou. Donc là, on est en plein Moyen-Âge. Et puis on publie dernièrement, on a publié sur
les périodes de guerre, sur la résistance. On a un travail qui est en cours sur la résistance. On a publié une correspondance récemment d'une jeune fille vendéenne qui est partie préceptrice pour des riches enfants de familles russes il y a 100 ans, donc dans les dernières années du régime tsariste, juste avant la Révolution rouge. Donc elle a correspondu avec sa famille, donc elle explique bien ce qu'elle voit, ce qu'elle a vécu, cette révolution, la guerre de 14 ans en Russie, et inversement, sa famille est restée au Sable d'Olonne, témoigne aussi de son quotidien. Donc voilà, donc les choses sont très, très ouvertes, beaucoup plus qu'elles ne l'étaient, parce que aussi le champ historique s'est ouvert. C'est ouvert, oui. Les historiens aujourd'hui travaillent sur bien plus de disciplines, de sujets, de périodes qu'autrefois, et puis aussi des croisements aussi entre périodes. Les historiens aussi, là aussi, fonctionnent moins avec des œillères. Moins cloisonnés. Et donc on travaille beaucoup sur le temps long. C'est le cas aussi sur les chansons maritimes, puisque donc on a publié ce premier volume sur le 16e, 19e siècle, mais il y a des permanences ou des ruptures qui se font avec les siècles qui suivent, 19e, 20e siècle, et les prochains volumes vont le montrer. Voilà, donc travailler sur le patrimoine immatériel, pour moi, c'était essentiel, et c'était une très bonne occasion de le faire. Patrimoine immatériel, je vous propose, Jean-Pierre, qu'on poursuive avec votre chronique de bouche à oreille. Je me souviens de la première, parce que j'avais déjà travaillé avec le CVRH, mais la première action, ça a été à travers l'ouvrage de Eugène Charret. En fait, les joyeux vendéens du Boupère avaient hérité du fonds de Eugène Charret, et ils me disent tiens, on a ça, qu'est-ce que t'en ferais? Et j'ai tout de suite pensé qu'il fallait aller au-delà de la publication de cet ensemble de poèmes, en gros, et de fables, et puis qu'il fallait faire une étude sur la langue bocquine. Et donc, comme je fréquente toujours Pierre Rézeau, j'en ai parlé à Pierre Rézeau, lui demandant si il serait intéressé pour travailler sur ce sujet. Alors il m'a dit pourquoi pas, ça m'intéresse. Et donc quand il a eu les documents entre les mains, tout de suite il a eu le réflexe de dire ça c'est un dossier CVRH. Et donc j'ai été amené dans ce projet à illustrer le bouquin d'un CD. Puisque j'avais fait passer à l'époque, c'était Michel Chamard qui était là, j'avais fait passer l'idée que parler de patois de Vendée, sans entendre la musicalité, comment ça tout sonne, il y avait un problème. Bien sûr. Et donc je suis parti sur cette idée-là, on m'a suivi, et puis j'ai rassemblé des documents un peu extraordinaires, on en a produit aussi. Et puis, on va en tirer l'un d'eux avec un personnage clé pour le bocage, puisqu'il s'agit de Gabriel Châtaignier, dans une circonstance clé pour beaucoup de Vendéens, c'est que ça a été enregistré dans le cadre de l'émission La fin de la Rabinaille. Ah oui, sur Alouette. Sur Alouette FM. Et donc, il chantait une des chansons qu'a créée sur un air, sur un timbre ancien, Eugène Charret. Donc, on les vieilles danses, puis les jeunes danses. Émission mythique, on écoute. Grand-mère étions doués aux gens de manière, à la 16, à nos 20 doux, chantions et dansions tortou. Toujours là, vous de femme dichten, gardez sac, l'œil sur les selles, en dansant, vous n'homme dichten, faisait vire, en dansant, vous n'homme dichten, faisait virer sa fusée. Quand les femmes alliant aux vieilles, allant portant Luc Noyaille, puis quand à l'avion filé, attention autour d'Orway. Toujours là, vous de femme dichten, gardez sac, l'œil sur les selles, en dansant, vous l'homme dichten, faille vire, en dansant, vous l'homme dichten, faille virer sa fusée. Attention dans la cuisine, à la chandelle de rousine, allons jamais susqueter que d'avoir l'électricité. Toujours là, vous de femme dichten, gardez sac, l'œil sur les selles, en dansant, vous l'homme dichten. La fin de la Rabinaille, alors c'était diffusé dans cette émission. Oui, ça a été une émission culte, en Vendée. Tout le monde écoutait La fin de la Rabinaille. Et l'émission et le bouquin. Oui. Ah oui, c'était génial. Yanis, on peut avoir le scoop, les prochaines parutions? Alors on travaille sur 2 livres qui vont paraître dans les semaines qui viennent. L'un sur le cardinal ministre Richelieu, sur lequel on pense tout savoir, mais en fait on a encore plein de choses à apprendre. Ça va être un bon petit livre synthétique écrit par Françoise Hildesheimer, une grande spécialiste nationale reconnue du sujet. Et puis un autre pour marquer les 600 ans de l'église Notre-Dame de Fontenay-le-Comte. Donc il va paraître William Chevillon qui va nous livrer les derniers secrets que l'on connaît sur l'histoire du patrimoine de cette belle église.
avec donc cette journée d'études aussi le 15 juin. Le 15 juin, vous en parliez à l'instant. J'invite tout le monde à s'inscrire. Il y a la date d'anniversaire de la... Les inscriptions sont ouvertes pour cette journée d'études du 15 juin sur la Vendée gothique, le patrimoine gothique en Vendée. On a vu le programme, tout un programme, voilà. de 9h à 18, 19h, facile. Oui. Plein de tables rondes. C'est déjà la fin de notre émission. Merci beaucoup Yanis. Et peut-être pour terminer l'émission, Jean-Pierre, vous nous proposez quoi ? Je vais proposer d'écouter Monsieur Clément Guérin de Givran, un voisin, qui chante pour moi une des plus belles chansons qui pose la date, on va l'entendre, et puis ce qu'était la marine au XVIIIe siècle en tout cas. Donc voilà, ce que je voudrais qu'on n'oublie pas, c'est que ceux qui ont envie de voir en chair en os Yanis, c'est le salon du livre ce week-end. De Montaigu. Le printemps du livre de Montaigu, c'est ça. Venez tous aussi, voilà, nous voir. Nous y tiendrons un stand. Voilà. Rendez-vous à Montaigu et le 15 juin à Fontenay-le-Comte. Merci beaucoup. On va se dire à bientôt. À bientôt. Voilà, à bientôt. Partir en Amérique, dans ces États-Unis,